Bonjour, bienvenue dans la série des villes vivantes, le deuxième webinaire. Je me présente, je suis Cyril Frazao, directeur exécutif de Nature Québec. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'arbre urbain. Ça tombe bien, nous sommes dans le mois de l'arbre et des forêts. L'arbre urbain est vraiment l'ambassadeur de l'accès à la nature en milieu urbain. Ça permet justement de lutter contre l'isolement de chaleur, de lutter contre la pollution atmosphérique et d'avoir une meilleure accessibilité qui permet d'améliorer les conditions de vie, des milieux de vie, des habitants, des municipalités. Quand on parle de santé urbaine, on parle aussi de la santé des populations en termes de qualité de vie, de diminuer les effets des maladies chroniques. Donc, ce qu'on a besoin d'avoir une meilleure santé mentale, on le voit en temps de confinement, que les espaces verts ont permis justement à la population de pouvoir s'y réfugier. Donc, les espaces verts sont de plus en plus considérés comme des refuges santé. Par contre, qu'est-ce qu'il en est en dehors de ces espaces verts? C'est là que nous allons parler avec notre invité qui est Alison Mason, qui est professeure titulaire à l'Université Laval en aménagement écosystémique et elle est spécialiste des relations sol-plantes. Elle est co-directrice de la nouvelle chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu qui a été lancé à l'automne 2020. Elle est aussi membre de notre réseau Milieu de vie en santé. Bonjour Alison. Bonjour Cyril, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir que tu sois notre deuxième invité dans ce magnifique bois de Coulonges. Oui, belle journée de printemps. Oui, je suis pas loin dans le Saint-Sacrement. Qui est un quartier qui présente beaucoup de canopées par rapport à d'autres quartiers, malheureusement en basse-ville, qui n'ont, comme je pense à Saint-Sauveur, qui n'a que 10-11% de canopées. Ici, on a vraiment de la chance d'avoir de beaux arbres qui ont certains plus de 50-75 ans même. Est-ce qu'on peut dire même plus de 100 ans, penses-tu? Ici, en bois de Coulonges, c'est certain qu'il va en avoir plus que 100 ans. Oui, je pense que oui. Parfait. Écoute, peux-tu nous dire un petit peu plus sur c'est quoi la chaire de recherche? La chaire, c'est une nouvelle chaire, comme vous avez dit, juste depuis l'automne dernier et même plus récent pour commencer les activités. Avec Jean-Claude Ruel, qui est le co-titulaire, il est professeur en civiculture, donc on est content d'être deux aussi parce qu'il y a beaucoup à faire. Et on a deux thématiques principales. Une, c'est en relation avec les grands travaux qu'on voit vont affecter la ville de Québec beaucoup dans les prochaines années, entre autres la tram, et comment on peut mieux protéger nos arbres qui font partie de la canopée déjà, qui sont là depuis longtemps et qu'on veut garder le plus possible. Quelles sont les meilleures pratiques et les meilleures façons de protéger ces arbres? Donc ça, c'est un axe important. L'autre, c'est suite aux grands travaux ou autres réfections de boulevards ou autres, les nouveaux arbres qu'on plante, comment on peut mieux assurer leur survie? Parce que je pense que les citoyens observent aussi qu'il y a beaucoup d'arbres plantés qui ne vont pas nécessairement durer dans le temps. Et c'est un peu alarmant voyant les canopées qui existent depuis des décennies, puis on voit des jeunes arbres qui vont pas durer si longtemps. Est-ce qu'il faut commencer à regarder les raisons pour ça, puis essayer d'améliorer aussi les chances que ces jeunes arbres vont atteindre justement la canopée? Parce que sinon, on va toujours être en train de recommencer. Oui, exactement. Toute la pression du minéral en milieu urbain. Justement, on parle souvent que l'arbre, dans son milieu naturel, il a beaucoup plus de chances de survie qu'en milieu urbain. On dit qu'il survit plus qu'il ne vit en milieu urbain. Donc, les conditions, justement, qui sont liées à l'anthropisation de nos milieux est vraiment un risque pour, justement, la longévité de nos arbres. Oui, exact. Si, justement, quand on parle souvent, on se dit « j'ai juste à planter un arbre et il va pousser ». Peux-tu nous rappeler juste c'est quoi les principales fonctions d'un arbre, aussi simplement que ça? Mais un arbre, pour vivre, il a besoin quand même, il va faire la photosynthèse avec ses feuilles pour stocker le carbone, pour amener le carbone dans son tige, ses racines pour pousser. Mais une bonne partie de l'arbre, on ne voit pas, et c'est là une partie du problème avec les arbres en ville. Entre autres, ils ont besoin c'est comme nos jardins, ils ont besoin d'eau.
Ils ont besoin des nutriments. Et pour faire ça, c'est des racines qui doivent être en bonne forme. Et en ville, l'arbre ou autre que les parcs comme ici, les arbres ont souvent beaucoup moins d'espace pour faire développer leurs racines. Et c'est une chose qu'on veut regarder beaucoup plus dans les prochaines années avec le chair, c'est de regarder comment les arbres répondent après les travaux, regarder les racines, voir comment on peut mieux ajuster nos techniques de plantation et même l'espace qu'on donne des arbres en ville quand on fait des jeunes plantations. Oui, c'est ça, parce que lorsqu'on plante en milieu urbain, c'est pas juste comme déminéraliser un bout de faux, c'est mettre de la terre, là. C'est qu'est-ce qui va empêcher les racines, justement, de prendre une meilleure place pour aller chercher des nutriments? C'est quoi la problématique qu'on retrouve dans les sols qui empêche justement ça? Mais souvent, on peut penser encore dans les places qui sont minéralisées. Souvent, en dessous, il y a toute une infrastructure qui n'est pas le sol. Il y a des égouts, il y a des fils, il y a des câbles pour l'Internet. Donc, les racines doivent trouver leur place parmi toute l'infrastructure grise qu'il y a souterrain et trouvent assez de volume justement pour bien pousser. Et donc, c'est toute une casse-tête. On sait que, par exemple, à Montréal, ils ont décidé avec les nouveaux fosses de vraiment mettre plus de volume. C'est une décision pour beaucoup de places maintenant. Il faut avoir beaucoup plus de volume qu'avant. Donc ça, juste en pensant de ce facteur d'espace, et on peut probablement améliorer la durée, la survie des arbres. Mais aussi, il faut penser qu'est-ce qu'on met dans l'espace. On n'a pas trop pensé beaucoup de la qualité de nos sols pour les arbres. Et justement, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus, parce que souvent quand on parle de l'arbre urbain, on va parler des effets positifs sur la santé des populations, sur la qualité de vie en milieu urbain, mais on parle rarement du sol. Parce que le sol, c'est extrêmement important, autant pour une meilleure gestion des eaux pluviales, mais aussi pour tout pour la faune aussi, qui va permettre aussi par des symbioses entre les champignons, quand on parle de mycorhizes, qui vont apporter des nutriments qu'on ne voit pas à l'œil nu, pourtant qui sont indispensables justement au bon développement de l'arbre. Peux-tu me dire un peu, c'est quoi un sol et qu'est-ce qu'il représente pour avoir un arbre qui soit d'une meilleure longévité, si je peux dire, en milieu urbain? Les sols, on doit penser qu'il doit avoir une vie, il y a toute une vie dans les sols aussi. Les sols sont en fait vivants. Si on parle de... Les gens qui font le jardinage connaissent ça. Ils vont ajouter des composts, ils vont vraiment travailler leur sol. Mais en ville, on n'y pense pas parce qu'on était un peu plus dans le génie. En fait, c'est une des choses que la ville veut faire plus aussi, c'est de travailler avec les ingénieurs civils pour qu'on ait une bonne communication, pour leur faire comprendre qu'un arbre a besoin d'un espace pour pousser, il a besoin d'air dans le sol, d'eau dans le sol, mais aussi même la qualité du sol qu'on met dans la fosse au début, on peut jouer avec ça pour avoir peut-être des textures qui ne sont pas juste le sable, mais qui sont un peu plus fines pour être capable de capter des nutriments. Puis une chose qui m'intéresse personnellement aussi, c'est quoi la végétation qu'on met avec les arbres en accompagnement. Parce que si on met des annuels, puis on les met, puis on les enlève à l'automne, c'est pas la même chose qu'un jardin ou une récolte où on essaie de laisser la litière tombe. On va essayer de recréer comme plus un cycle naturel de carbone, des éléments nutritifs qui vont retourner dans les sols à chaque année. Donc, je pense plus à promouvoir et de proposer des plantes pérennes qui vont
oui, résister au stress de la ville, mais aussi aider l'arbre à survivre. Donc, il va ajouter la matière organique qui ont les racines qui vont contribuer aussi au carbone et la matière organique du sol. Donc, commencer à penser de l'écosystème et pas juste une infrastructure qu'on plante puis on part. C'est vrai ce que tu dis. Souvent, quand on regarde la plantation, on a souvent cette vision-là des jeunes arbres. Tu vois juste des pics. Oui. Mais au niveau de la végétation basse, il n'y a rien. Oui, où ça prend du temps et c'est pas nécessairement très efficace en termes de... C'est pas un écosystème, c'est très artificiel, c'est pas... Même, je pense qu'il faut qu'on repense un peu ces paradigmes en ville de la façon qu'on gère la végétation également, et les arbres, donc le tout ensemble. Effectivement. Oui, et avec le sol qu'on veut garder vivant, justement, les mycorhizes, les organismes du sol qui font leur travail, qui vont décomposer la matière organique, tout ça, c'est important pour la survie à long terme des arbres aussi. Donc, ce que je comprends, c'est que grossièrement, là, chaque fois qu'on plante un arbre, on devrait automatiquement créer un écosystème autour de l'arbre, que ce soit par l'installation d'une prairie urbaine, d'une végétation plus basse, finalement pour amener un bon voisinage, là, comme dire dans le jardinage, le campionnage, là, entre les différents légumes. C'est-tu ça que tu es en train de dire? Oui, parce que penser d'une forêt naturelle, tu sais, l'arbre, il n'est pas tout seul. Hein? L'arbre, il a... tu sais, des arbustes, il y a différentes strates, il y a des arbustes plus hautes, plus basses, puis il y a l'herbacée. On peut commencer avec des architectes de paysage, penser quel serait un paysage fonctionnel avec les arbres en ville, d'aller plus loin dans nos créations et penser à toutes ces strates et la vie en dessous aussi dans le sol, pour créer vraiment quelque chose de plus fonctionnel qui va durer dans le longtemps. Donc, de l'écologie fonctionnelle, d'ailleurs. Oui, écologie, c'est mon domaine. Mais oui, je me rappelle un peu plus jeune dans mes études d'écologie, je suis bien d'accord. C'est vraiment intéressant ce que tu apportes parce que avant ça, on parle beaucoup de l'embellissement des villes. Tu sais, on séparait un peu le côté architecture du paysage, on amenait beaucoup l'aspect je mets des fleurs, des annuelles, des vivaces, c'est beau, et où je mets des arbres. Mais finalement, aujourd'hui, ce qu'il faut dans la multidisciplinarité de l'architecture du paysage, c'est d'associer tout ça pour créer cet écosystème qui amène aussi une diversité pour la biodiversité. Oui. Et qui va être en cible un écosystème qui va être autosuffisant. Donc, il va recycler des éléments nutritifs, le carbone. Il va ajouter toujours, chaque année, un peu de carbone au sol. Donc, ça donne plus une fonction de nos sols urbains aussi de stocker du carbone, qui est important pour les changements climatiques. Exactement. Et ça garde les sols en meilleure santé contre la compaction, d'ajouter la matière organique. Et ça, c'est un des problèmes souvent en ville, c'est la compaction avec le temps, qui vont comme on dit en anglais, settle, là, ils vont se descendre. Et donc, il n'y aura pas assez d'air, l'eau va moins bien filtrer. Donc, il faut toujours ajouter de matière organique pour structurer le sol, pour y garder sa porosité, pour que l'oxygène peut rentrer, que l'eau peut rentrer. Et c'est pour ça qu'il faut penser des autres composantes de l'écosystème, pas juste l'arbre comme une tige verte qui a une fonction très étroite. C'est ça. C'est comme nous, hein, quand on est adolescent, on a besoin d'espace là, pour pouvoir prendre notre expansion et notre personnalité aussi. Là. Et on a besoin des gens autour de nous. Des gens, exactement. Mais justement, quelqu'un, un urbaniste ou un forestier urbaniste récemment a dit, pensez-y, les arbres en forêt naturelle sont toujours ensemble. Ils ont créé, via leurs racines et autres, une communauté entre eux. Il faut donner la même chance aux arbres en ville de créer leur communauté. Parce que sinon, comme nous, si on est tout seul en confinement, on crève.
Donc, les arbres, c'est pareil. S'ils sont tous seuls dans un îlot et tout juste asphalte autour et le prochain arbre est comme 100 mètres, là, c'est pas l'idéal pour un arbre non plus. Tu me fais penser confiné. Je sais pas si tu as vu le film Avatar. Oui, oui. Ça dit de quoi, justement, Oui. quand justement ils sont en train de regarder dans le sol toute la connexion. Oui, mais c'est exactement ça. C'est pas tant de la science-fiction que ça. Non, là, non, non, ils sont attachés, puis je pense qu'on commence juste à comprendre la surface de tout ça, ces communications souterraines, communications par les voies chimiques, là, par les qu'on appelle les volatiles dans l'air. Oui. On sait que les arbres sont capables de communiquer comme ça aussi. Donc, tu sais, les arbres ont besoin de leur communauté, comme nous. C'est vraiment intéressant. C'est même... j'ai envie de planter des arbres et de penser à tout le voisinage qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Oui. D'ailleurs, quand on parle d'avoir ce voisinage-là entre plusieurs arbres, on parle beaucoup de diversité d'espèces. Là. Oui. Parce qu'on l'a vu avec justement la problématique, la grille du frêne. Et l'orme avant ça. Et l'orme aussi. Donc, tu sais, on sait que la grille du frêne détruit généralement 99% de tous les frênes d'une région en 8 à 10 ans. C'est quand même énorme. On l'a vu, ça a beaucoup commencé à Montréal là, et ça s'en vient un peu partout. Est-ce que tu connais un peu justement l'état de la situation actuelle par rapport à la grille du frêne? Mais il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de moyenne. On n'a pas trouvé des façons de bloquer l'insecte, là. Il y a des gens qui travaillent sur les agents biotiques pour essayer de trouver Et il y a des tests avec les agents biotiques, mais pour le moment, la seule façon, c'est de choisir les plus beaux arbres que tu veux garder, puis les injecter tous les 2 ans avec un type de vaccin qui est un insecticide systémique. Mais ça dure quelques années, puis il faut le réinjecter. Et donc, c'est assez cher, puis il faut le faire pour les arbres vraiment de valeur patrimoine. On ne peut pas le faire. C'est trop cher pour le traiter la plupart des arbres en ville. Donc, on va perdre ce cohorte. Peut-être en quelques années, on va trouver l'agent de contrôle, mais on ne l'a pas pour le moment. Oui, puis on va recommencer, ou peut-être avec des arbres résistants, parce qu'on travaille aux États-Unis et ici pour identifier. Apparemment, certains arbres sont beaucoup plus résistants. Si on peut les sélectionner, les croiser, éventuellement, on aura des arbres comme on a des ormes qui sont plus résistants maintenant. Donc, c'est pour le futur. Entre-temps, on essaie de garder la variabilité génétique, d'essayer de garder ce qu'on a comme certaines populations pour le futur. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est intéressant aussi, c'est souvent on dit qu'il faut planter local et indigène. Mais est-ce qu'en milieu urbain, justement, il y a tellement une pression forte sur les arbres, est-ce que ça vaut la peine de justement se dire, on va plus parler au niveau de la fonction écosystémique de l'espèce qui va pouvoir justement se rallier à la cause urbaine, là, si je peux dire. Donc ça voudrait-tu dire que si on n'est pas capable de mettre du local indigène, on pourrait aller dans de l'exotique, si je peux dire, dans les espèces? Oui, exotique ou hybride. Si on pense de l'orme, maintenant, ce qui est planté, par exemple, sur Cartier, c'était des ormes qui sont un orme asiatique, mais qui ont une forme qui c'était sélectionnée pour avoir une forme comme l'orme américain. Donc, ça va aider à former notre canopée entre-temps. Il y a aussi une recherche, puis en Ontario, on a trouvé des ormes résistants. Un de mes collègues travaille là-dessus aussi. Puis éventuellement, on aura ces ormes d'Amérique, indigènes, mais qui sont plus résistants. Donc, on va être capable de revenir à nos arbres indigènes avec le travail de recherche et la sélection pour la résistance. Mais c'est un travail qui prend du temps. Et entre-temps, de prendre quelque chose qui a une fonction pareille, je ne vois pas de problème, au moins que c'est quelque chose qui est envahissant. Il y a des problèmes, par exemple, avec l'érable de Norvège, qui est très envahissante dans nos boisés, comme ici et ailleurs.
Mais on doit probablement vivre ce stade-là, de trouver des arbres qui vont bien fonctionner pour une période jusqu'on trouve la réponse pour peut-être revenir à nos arbres indigènes plus fortes. Parfait. Okay. Je comprends. Justement, on évolue avec la science. Hein. Et avec les insectes, oui, c'est ça. C'est ça. C'est la nature. Je veux dire, souvent, on se met un peu l'homme au-dessus de tout, mais non. On fait partie inclusive de tout ça, hein, et on doit apprendre avec tout ce qui nous arrive. Justement, j'aimerais parler un peu plus, pour finaliser, là, les grands chantiers urbains. Mm-hmm. Tu sais, il y a quand même des grosses problématiques qu'on voit de plus en plus. Je prends un exemple en ce moment, il y a les chantiers de construction des maisons des aînés alternatifs, justement, où il y a eu un exemple il n'y a pas longtemps où c'était quand même particulier de vouloir couper environ 70 arbres matures parce que certains de ces arbres-là présentaient soit des fissures ou quelques maladies. Moi, là-dedans, je me pose la question s'il y a vraiment eu un effort d'essayer d'aller jusqu'au bout pour trouver une façon d'avoir une gestion résiliente. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une alternative ou une meilleure gestion à faire avant de se dire il faut tout couper? Oui, je pense probablement que c'est une question de coût ou la facilité pour faciliter les opérations. Et les gens n'ont pas encore il faut travailler, et nous aussi, les gens en recherche, travailler avec les gens en immobilier pour leur expliquer que c'est possible de garder les arbres et de protéger, et pourquoi c'est important. Donc, on a pour le moment, notre chaire est vraiment avec la Ville de Québec, mais je peux nous voir, éventuellement faire partenaire avec une compagnie qui fait des projets comme ça et dire, OK, on va faire une démonstration concrète que c'est possible de garder les arbres matures, et comme ça va devenir un modèle pour les autres compagnies qui veulent faire pareil, pour montrer qu'ils sont vraiment verts. C'est pas juste une image, mais que quand on dit qu'on fait un projet vert, c'est vraiment vert. C'est pas la facilité, ce n'est pas pour enlever le canopé puis recommencer parce que ça va prendre 80 ans là, d'avoir le même canopé qui, certainement les aînés ne vont pas profiter de ce canopé qui vient d'enlever. Exactement. Il faut penser comme ça. C'est quoi un projet durable? Au lieu d'utiliser un mot, vraiment sans vraiment penser plus profondément que ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse quelques démonstrations concrètes de oui, c'est possible. Et tout le monde va profiter de ça. Et vous allez vous montrer comme la meilleure compagnie de construction parce que vous êtes capable de faire ça. Il faut commencer, je pense, à approcher des choses comme ça et vraiment montrer qu'est-ce qui est possible. Écoute, merci pour ce message-là parce que je pense que s'il y a justement des internautes qui ont des entreprises, je les encourage vraiment à te contacter. Oui, on serait ravis de travailler avec vous. Ce serait vraiment intéressant. Écoute, si tu devais, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation principale là, pour que les arbres soient mieux inclus dans notre vie quotidienne en milieu urbain et qu'il y ait une bonne façon de faire pour une longévité, là, pour avoir des beaux arbres là, et qu'on puisse donner à nos futures générations ce legs-là? Oui, mais en fait, c'est un peu comme la forêt naturelle, qu'on en parle beaucoup dans les journaux ces temps-ci aussi. Je pense qu'il faut commencer par garder la qualité qu'on a déjà, de garder les vieux arbres et faire tout pour protéger le canopé en place, parce que sinon, on va se trouver dans quelques années avec seulement des arbres de 20 ans partout et on n'aura pas tous les bénéfices dont tu parles pour les citoyens. On va avoir une jeune cohorte qui va peut-être survivre plus ou moins. Donc, garder le capital qu'on a, on est chanceux au Québec. On sait qu'on doit faire plus, mais on a
ce quartier-là. On sait qu'on a beaucoup de canopées, puis il faut travailler à protéger ce qui est là. Moi aussi, dans la rue, cette semaine, j'ai vu un arbre immense, coupé. Tu sais, il était comme ça. Je ne sais pas s'il fallait le couper, mais il faut poser la question avant d'aller dans la automatique facilité en coupe. Puis ensuite, il faut que les chercheurs travaillent avec les gens en génie civil et les ingénieurs forestiers de la ville aussi, et autres, ou même les consultants qui ont des projets comme ça. Travaille avec eux pour montrer qu'est-ce qu'un arbre a besoin pour survivre et pour survivre à long terme. Qu'est-ce qu'il faut améliorer à très court terme pour accélérer la nouvelle canopée puis la garder en vie. D'avoir une bonne relève finalement. Oui, c'est ça. Okay. Comme nous, à l'université, on a le même défi. Exactement, mais oui. Merci beaucoup Alison, c'était fort passionnant. D'ailleurs, donc je rappelle, tu es professeure titulaire à l'Université Laval et co-directrice de la nouvelle chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu. Prochainement, c'est quoi les grandes étapes principales de la chaire? Mais justement, on veut nourrir la prochaine cohorte d'étudiants et on va chercher un autre professeur spécialiste en foresterie urbaine pour vraiment monter la chaire encore et pour le garder à long terme. Et puis on va essayer de lancer notre site web aussi bientôt. Donc okay. Venez nous voir une fois qu'on est en place. On va essayer d'avoir des conférences animées un peu aussi. Bien, super intéressant. Merci beaucoup Alison. Si on a des étudiants, des professeurs qui veulent être donc un professionnel, n'hésitez pas à contacter Alison et d'aller sur leur site web. Nous pourrons d'ailleurs partager sur le Facebook de Milieu de vie en santé toutes ces informations-là. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire au début, mais on est en préenregistré, donc vous pouvez faire vos commentaires aussi. Et il y a une équipe en arrière et Alison aussi qui peuvent répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup d'avoir participé donc, à ce deuxième épisode de La Ville vivante. Le prochain épisode, ça va être certainement, ne le manquez pas, sur la faune nocturne. Donc, merci beaucoup et au plaisir. Au revoir. Au revoir, Alison. Merci beaucoup.